Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis à Bordeaux pour faire le bilan des 3 premières années du plan Alzheimer 2008-2012, un plan dont vous m'avez confié, Monsieur le Président, l'évaluation et dont la mise en œuvre revient naturellement au gouvernement. C'est pourquoi nous entendrons ce matin successivement les ministres en charge des différents volets, la recherche, la santé, la solidarité, avec Madame Valérie Pécresse, Madame Nora Béra et Madame Bachelot. Mais fait nouveau, vous avez souhaité cette année également donner la parole à des acteurs de terrain qui vont témoigner pour nous de leur expérience. Nous entendrons ainsi Madame Hélène Amieva, chercheuse dans l'équipe du professeur Dartigues. Elle n'est pas encore arrivée parce que je pense qu'elle est dans le bus en train d'arriver, mais elle nous rejoint très rapidement. Le professeur Bernard Gay, professeur de médecine générale. Madame Valérie Bassy, pilote de la Maya de Bordeaux. Monsieur Jacques Vidal, directeur du SIAD de Haute-Gironde. Et enfin, Madame Michèle Mica, qui est vice-présidente de l'Association France Alzheimer de Haute-Garonne. Sont également présents autour de cette table, et je dirais comme à l'accoutumée, Madame Marianne Monchamp, secrétaire d'État aux Solidarités, Madame Odile de Sana, qui est présidente de l'Association France Alzheimer, Monsieur Philippe Lagayette, président de la Fondation Plan Alzheimer, le professeur Joël Ménard, président du conseil scientifique de cette fondation, et faut-il le rappeler, le père spirituel de ce plan, et enfin, le professeur Philippe Amouyel, directeur général de la Fondation. Alors, avant de laisser la parole à ces différents intervenants, je voudrais simplement, et en quelques mots, rappeler les 3 objectifs ambitieux que l'on poursuit dans le cadre de ce plan. Le premier objectif, et voyez combien il est ambitieux, c'est de guérir, c'est de connaître la maladie et de trouver un traitement. D'où un effort sans précédent qui a été engagé sur la recherche depuis 2008 et qui porte déjà ses fruits. Et je crois que monsieur Dartigues, le professeur Dartigues en a largement témoigné tout à l'heure. Le deuxième objectif, en attendant de trouver ce traitement, c'est d'améliorer la qualité de vie des malades et des aidants en leur proposant un parcours personnalisé depuis le diagnostic et tout au long de leur vie avec la maladie. Ce parcours tient compte, bien entendu, du souhait qui est majoritairement exprimé par les familles, qui est le maintien au domicile. Mais encore faut-il que ce soit possible. Et pour cela, nous développons toute une série de solutions, des structures de répit d'une part, mais également de la réhabilitation, c'est-à-dire du travail sur les capacités restantes des malades. Et quand le maintien à domicile n'est plus possible ou plus souhaité, nous développons aussi des solutions à l'hôpital et en maison de retraite. Le troisième objectif, qui est au même niveau que les 2 premiers, c'est la construction constante d'une démarche éthique pour éclairer la conduite de tous ceux qui vivent au contact des malades. Vous le savez, la maladie d'Alzheimer pose des questions spécifiques, comme cet équilibre pas toujours facile à trouver entre sécurité et liberté. Enfin, aujourd'hui encore, malades et familles sont trop souvent stigmatisés, et c'est pour cela qu'il faut faire de la lutte contre la maladie d'Alzheimer un enjeu sociétal en France et en Europe. Et la tenue de cette table ronde aujourd'hui à Bordeaux contribuera, j'en suis sûre, à cet objectif. Je voudrais remercier Florence pour ses propos, pour la qualité de son travail, j'y reviendrai. Je voudrais bien sûr remercier Alain Juppé pour son accueil à Bordeaux, remercier tous les élus qui sont ici et m'expliquer sur 3 points très rapidement. C'est sans doute l'une des difficultés les plus importantes de la vie politique et médiatique que de s'intéresser aux vrais sujets de préoccupation des Français. Il y a, et j'observe ce décalage croissant entre une actualité que je n'ai pas à commenter, mais
qui ne concernent pas le quotidien de nos compatriotes, et des problèmes structurels qui vont bien au-delà de l'opposition, de la majorité, de la gauche ou de la droite, qui sont des problèmes qui peuvent toucher toutes les familles, absolument toutes les familles, à tout moment, et dont nos compatriotes ne comprennent pas pourquoi on les ignore ou on les met de côté, submergés qu'ils sont par un torrent d'informations tellement abondante que cette information souvent passe sans imprégner qui que ce soit, mais d'autant plus choquant que dans le même temps, le quotidien de centaines de milliers de familles, à la minute où je parle, est bouleversé par un drame qu'est cette maladie d'Alzheimer. Alors, je voudrais que vous compreniez une chose, c'est que pour moi, être à Bordeaux pour parler de cette maladie d'Alzheimer, c'est vraiment au cœur de ce que doit être mon travail de chef de l'État. Éloigné d'une actualité superficielle pour essayer de mobiliser la société autour de problèmes structurels qui vont scander nos défis collectifs pour les 20, les 30 ou les 40 prochaines années. On est là, avec Alzheimer, absolument au cœur d'une problématique qu'on pourrait décliner dans bien d'autres domaines, ce décalage, mais au cœur de cette problématique. Les familles qui connaissent ce drame de l'Alzheimer se moquent bien de savoir quel gouvernement, quelle appartenance partisane. Ce qu'ils veulent, c'est des faits. Ce qu'ils veulent, c'est une aide. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on brise cette solitude qui les laisse désemparés face à un défi familial absolument colossal, qui est celui du grand âge pour une partie, enfin, il y a des jeunes malades d'Alzheimer, et qui ne peuvent pas, ces familles, faire face tout seuls. Donc, je veux dire à ceux qui s'étonneraient de la présence du chef de l'État en tant qu'institution pour parler d'Alzheimer ici, je veux dire qu'au contraire, peut-être rarement, ma présence et mon implication sur un sujet n'est aussi nécessaire, pourrais-je le dire, aussi légitime que sur cette question. On voit un mur, je le disais à Alain Juppé, on voit un mur, on fonce dans un mur, et si on ne se mobilise pas dès maintenant, on ne pourra pas maîtriser la situation. C'est la première remarque que je voulais faire. Deuxième remarque, avec Roselyne Bachelot, aujourd'hui avec Nora Béra et Xavier Bertrand, nous avons mis en place un plan Alzheimer. Mais j'ai 2008-2012, dont Florence assure la coordination. Mais j'ai parfaitement conscience que quand on annonce un plan, le monde associatif, ceux qui vont être bénéficiaires de ce plan se disent « Attention, c'est un discours, est-ce que ça va se traduire par la réalité ?» Je suis sûr que dans cette salle, il y a tout un tas de gens qui pensent ça. Et qui, au fond, se disent « On attend pour se réjouir de voir concrètement si ça a été appliqué et si ça a été suivi. » Donc, sachez que depuis 3 ans, j'ai voulu 2 réunions chaque année à l'Élysée pour assurer le suivi du plan, et je me suis dit, dans le fond, pourquoi on fait ce suivi uniquement entre nous? Faisons-le devant le public. C'est un problème de crédibilité. Et je vois bien les risques qu'on prend. Il y a des choses qui ont marché, il y en a d'autres qui ont moins bien marché. Mais j'ai voulu, et je revendique cette transparence, pour voir qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit encourager, et sur quoi on a échoué. Et enfin, la troisième remarque que je voudrais faire, je voudrais faire un lien, ne m'en voulez pas, Madame la Présidente de France Alzheimer, entre le débat dépendance et le débat Alzheimer, non pas que ça se recoupe, je parle sous le contrôle de Rosine et de Marianne Monchamp, mais il y a quand même derrière tout ce dont on va parler une question essentielle sur laquelle notre société n'a pas assez réfléchi ces 30 dernières années,
qui est la place des personnes âgées dans notre société. Enfin, je n'ignore pas qu'il y a des sujets financiers considérables sur la dépendance, et on prendra les décisions. Je n'ignore pas qu'il y a des problèmes de recherche considérables sur Alzheimer, mais derrière cela, il y a un sujet absolument essentiel dont je souhaite qu'il soit un sujet de débat politique, non pas au sens partisan, mais au sens d'affaires du pays. À quelle place allons-nous mettre les personnes âgées dans la société? Ma conviction, j'en terminerai par là, c'est que nos enfants nous traiteront demain comme ils nous auront vu traiter aujourd'hui nos parents. Tout le monde parle de la solidarité, pas toujours à bon escient, mais il y a une vraie solidarité, celle-là, dont on parle trop peu, c'est celle que l'on doit à ses parents, qui vous ont élevé. Parce que nous tous, si tout se passe bien, on deviendra des personnes âgées. Si tout se passe bien. Ça peut mal se passer. J'admets que ce que je dis n'est pas d'une originalité bouleversante. Hein, mais c'est ça. Et je suis fasciné de voir comment on entend parfois parler des personnes âgées comme si c'était l'autre, tellement éloigné, qu'on ne sera jamais soi-même, mais on sera dans 2 minutes et demie. Enfin, même moins pour certains autour de la table, mais bien sûr, disons 1 minute et demie. Donc, je voudrais, à l'occasion d'Alzheimer, comme à l'occasion de la dépendance, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Roselyne Bachelot, qu'on élargisse le débat autour de la place des personnes âgées. Ils n'ont pas à être cachés. La maladie, c'est un drame, mais il faut l'assumer et il n'y a pas à culpabiliser le malade et sa famille. Et il faut revendiquer toutes les structures dont on m'a parlé doivent être dans la société, pas à côté de la société. J'ai voulu le débat dépendant, je veux qu'on le comprenne, non pas pour mettre les personnes âgées à côté, hein, allez, bien fermées, dans des structures adaptées, puis on n'en parle plus. Non, je voudrais que la place des personnes âgées soit dans la société. Et le débat de la dépendance, ce n'est pas simplement le débat des personnes âgées avec les personnes âgées. C'est le débat de toute la société ensemble. Hein, voilà, j'ai voulu vous dire ça. J'espère que j'ai compris que je suis assez sincère dans ce que je vous dis. Enfin, d'abord, ça me passionne. Et je pense qu'il est peu de sujets aussi importants pour l'équilibre de la société française. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer dans les mesures concrètes. Florence. Merci, Monsieur le Président. Je propose de passer la parole à Madame Valérie Pécresse, qui va donc faire le bilan du volet recherche du plan. Alors, Monsieur le Président, avec la création de la Fondation Plan Alzheimer, dont vous avez ici le président du conseil scientifique Joël Ménard, le président du conseil d'administration Philippe Lagayette et le directeur Philippe Amouyel, il y a eu 20 publications internationales en 2010. 20 publications internationales qui ont permis, vous savez que c'est comme ça qu'on évalue la qualité de la recherche, qui ont permis des avancées en matière d'expérimentation animale, en matière de prise en charge des cas avancés, et aussi de mettre en évidence les gènes de prédisposition à la maladie. En 2009, on a identifié 2 gènes de prédisposition à la maladie. C'est évidemment très important pour la suite. Pour la suite, 2 autres gènes ont été découverts en 2010. Et désormais, on est en train de monter un consortium international qui regroupe tous les projets existants de génotypage. Alors, les points forts français, c'est la neuropsychologie et c'est l'épidémiologie. Ça veut dire quoi, l'épidémiologie? Ça veut dire que nous suivons des cohortes. Nous suivons des cohortes de population, nous suivons des cohortes de malades et nous suivons aussi une cohorte spécifique de malades jeunes. Et en suivant ces cohortes, eh bien, on apprend beaucoup de choses sur la maladie, son évolution, les facteurs de risque et comment les personnes réagissent au traitement. Par ailleurs, nous avons été aussi leaders dans des coopérations internationales puisque maintenant la France dirige ce qu'on appelle la programmation conjointe Alzheimer, parce que tous les pays d'Europe voulaient séparément investir dans les programmes de recherche et grâce à l'initiative de la présidence française de l'Union européenne
et au professeur Philippe Amouyel qui dirige désormais la programmation conjointe, nous mettons notre effort de recherche ensemble. Ça, c'est très important. Alors, on a fait une équipe de France, si je puis dire, de la recherche Alzheimer, puisqu'on a 96 nouveaux chercheurs qui ont été recrutés depuis le début du plan, 509 praticiens qui ont été formés à ce qu'on appelle l'épidémiologie clinique, donc à connaître la maladie et à l'approcher. Et on a financé 104 projets de recherche fondamentale, clinique, thérapeutique, en nouvelles technologies et aussi en sciences humaines et sociales. Sciences humaines et sociales, c'est important dans la recherche. L'Alzheimer, c'est pas que de la recherche en santé, c'est aussi comprendre les conséquences humaines, les conséquences économiques, les conséquences éthiques de la maladie. Donc on a lancé un grand plan, un grand appel à projet sur les sciences humaines et sociales parce que les malades souffrent, mais les aidants souffrent aussi, leur entourage. Donc il faut absolument que nous développions une recherche en sciences humaines et sociales aussi autour de la maladie. Merci Madame la Ministre pour cette présentation qui illustre le dynamisme de la recherche sur Alzheimer, en particulier depuis 2008. Je vous propose maintenant de compléter cette présentation par le témoignage de Madame Hélène Amieva. Madame Hélène Amieva, vous êtes chercheuse CNRS dans l'équipe du professeur Dartig à Bordeaux et vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs. Merci de me donner la parole. Je parle au nom des chercheurs et c'est pour ça que je pense que c'est important de commencer par dire que nous avons assisté ces dernières années à une multiplication des connaissances sur la maladie d'Alzheimer et notamment en France avec, vous l'avez rappelé, des résultats très importants. La découverte de nouveaux gènes, c'est un résultat issu de l'étude des 3 cités, une étude qui est menée sur 10 000 personnes dans 3 villes en France, Bordeaux, Dijon et Montpellier. Et puis, dans le même temps, dans une autre étude de cohorte, l'étude PACWID que nous menons ici à Bordeaux depuis maintenant 22 ans, la démonstration de la montée en puissance des symptômes de la maladie sur une longue phase d'évolution, bien avant que le diagnostic de maladie d'Alzheimer ne soit possible, avec les premiers signes cognitifs qui peuvent effectivement apparaître jusqu'à 14-15 ans avant le diagnostic. Je sais que vous connaissez ces résultats puisque vous les avez évoqués tout à l'heure. Et ce sont effectivement des résultats très importants et pleins d'espoir parce qu'ils montrent qu'il existe une fenêtre de temps très importante pendant laquelle on peut intervenir. Alors, on ne sait pas encore exactement comment, mais on peut intervenir pour repousser l'échéance de la maladie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces résultats, il faut 2 secondes pour les résumer, mais ils sont le fruit de recherches qui sont très très lourdes sur le plan logistique, très lourdes sur le plan financier. Il faut gérer des cohortes de 10 000 personnes, il faut sélectionner ces personnes, il faut les contacter, il faut les convaincre de participer à la recherche, il faut les évaluer, il faut les suivre surtout pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Pour mettre en évidence de nouveaux gènes, il faut mettre en œuvre des techniques de génotypage haut débit qui sont extrêmement coûteuses. Et tout ça pour dire que ce type de recherche est très difficile à financer par des appels à projets classiques. Il faudrait cumuler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 appels à projets pour faire une petite partie de ces recherches. Et donc le plan Alzheimer a permis à faciliter évidemment énormément la réalisation de ces études. En quoi faisant? Tout simplement en offrant un mode de financement unique d'une part et de grande envergure d'autre part. Ces résultats aussi, je voudrais insister, sont possibles grâce à toutes ces personnes qui participent à la recherche, pas qu'à nos recherches, mais à la recherche en général. Ces personnes qui acceptent de donner de leur temps, de leur personne, pour participer à ces recherches. Des personnes qui ne sont pas forcément touchées elles-mêmes par la maladie, mais qui se sentent concernées néanmoins et investies de ce devoir de recherche qui finalement est mis à la disposition de nous tous. Alors, bon, on pourrait s'arrêter là, mais on ne peut pas brosser un bilan simplement idyllique. Évidemment, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on sait beaucoup de choses sur la maladie. Ça, c'est vrai, on en sait beaucoup. On la comprend toujours pas. Or, pour la convaincre, il va falloir à un moment ou à un autre la comprendre. Et ça, c'est compliqué.
pour franchir cette étape, il faut faire plus que ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire qu'il faut une recherche qui ne soit pas seulement capable de mettre en évidence de nouvelles connaissances. Ça, j'ai envie de dire, on sait faire à peu près. Il faut surtout faire des liens entre ces connaissances, et ça, c'est beaucoup plus difficile. Il faut donc se donner les moyens d'une recherche qui favorise au maximum la transmissibilité des connaissances entre les différents champs disciplinaires, des connaissances qui sont devenues très, très pointues, entre la recherche très fondamentale et la recherche aussi très pragmatique au lit du malade. Et cette recherche, évidemment, elle dépasse les frontières de l'Hexagone. Vous-même, Monsieur le Président, lorsque vous aviez lancé le plan en 2008, vous aviez appelé de vos voeux un plan Alzheimer européen. Alors la question que je vous pose, parce qu'on se pose tous la question de l'après-plan français, évidemment, est-ce que l'après-plan français pourrait se poursuivre dans une certaine mesure, bien sûr, par une vraie politique de la recherche européenne, une vraie politique, j'insiste, qui permettrait à toutes les équipes de pointe en Europe de travailler ensemble de manière concertée, d'unir leurs forces sur cette maladie. Peut-on espérer que cette idée tout à fait originale que vous aviez évoquée se concrétise un jour, et est-ce que vous mettrez votre énergie pour supporter ce projet? Merci beaucoup. D'abord, j'avais été stupéfaite il y a 3 ans de voir qu'on connaissait si peu sur la maladie d'Alzheimer. Reproche à personne, hein. J'en avais beaucoup parlé avec Philippe Amoyel, avec Joël Ménard, on avait même été dans les Landes ensemble, avec Bruno Dubois, le professeur, et je demandais à tout un tas de médecins que je connaissais, mais où est-ce qu'on en est? Et il me disait, bon, il faut vraiment mobiliser des moyens considérables, parce que qu'est-ce qu'attendent les patients et les familles de nous? C'est pas simplement que ça soit moins douloureux de vivre avec Alzheimer, c'est qu'un jour on trouve un médicament. C'est ça qu'ils attendent au fond. Hein. Bon, certes, vous nous aidez, certes la prise en charge, certes le diagnostic précoce, mais surtout trouver quelque chose. Bon. On a mobilisé 140 millions d'euros exclusivement sur la recherche. Donc je voulais dire à Mme Amieva, que j'admire beaucoup, elle et ses équipes, je faisais le point avant de venir, on en a dépensé 72 millions. Donc Valérie Pécresse a encore des moyens pour des appels à projets, puisque tout n'est pas consommé. Ce n'est pas du tout un reproche. Vous voyez que nous, on décide de crédit, après il y a les appels à projets, il faut les évaluer, il faut choisir, ça prend un peu de temps, mais il y a de la marge. Premier point, hein, qui reste. Deuxième élément, il va de soi que ce plan 2008-2012 doit être suivi d'un deuxième plan, exactement comme Jacques Chirac l'avait fait pour le plan cancer. La lutte contre Alzheimer, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans l'avenir jusqu'à ce que l'on trouve. Et c'est un impact, c'est une obligation morale, une obligation de santé publique, mais c'est également une obligation économique, parce que le coût socio-économique pour le pays, pardon de parler comme ça, est bien pire si on ne connaît pas un traitement de la maladie que si on doit subir les conséquences de la maladie. Donc qu'on ne culpabilise pas les gens sur le thème « ça coûte de l'argent, le plan Alzheimer ». Non, j'espère ne pas vous choquer. Je pense que c'est un investissement au même titre que l'investissement dans le spatial, l'investissement dans l'aéronautique, c'est un investissement. Vous voyez, ne soyez pas choqués, hein, parce que je parle de la santé comme ça. C'est tout simplement, même sur les problèmes d'équilibre de la sécurité sociale, si on ne trouve pas, on en portera les conséquences pendant des décennies. Troisième élément, il y a 23 pays aujourd'hui, n'est-ce pas Roselyne, qui se sont lancés dans l'Alzheimer, la lutte contre l'Alzheimer, sur la base du plan français. 23 pays européens. Bon, je crois pouvoir dire qu'on a vraiment été pays leader pendant la présidence française. Et je parle de Roselyne parce qu'elle était à l'époque ministre en charge. Aujourd'hui, c'est Nora Béra qui a pris le relais. Eh bien, je peux vous annoncer que cette année, Madame Amieva, le premier appel à projet européen va être lancé avant la fin de cette année. Voilà. Donc, alors vous pouvez me dire, mais enfin, vous avez commencé en 2008, et le premier appel à projet va se faire en 2011.
je suis aussi impatient que vous. Non, non, plus. Voilà. Mais mobiliser des pays, surmonter les freins administratifs, oui, même avec une volonté immense, il faut 2008-2011 pour lancer le premier. Mais ça y est, c'est lancé. Il y aura donc, vous pourrez candidater pour un financement d'un projet européen, parce qu'après tout, pourquoi chercher seul dans notre coin si les autres, mais bien sûr qu'ils connaissent les mêmes pathologies, les mêmes maladies que nous, mettons-nous ensemble, on sera plus fort. C'est d'ailleurs la merveille de l'Europe. Le projet européen au service de la santé, c'est extraordinaire. Et enfin, en juillet, va se passer un événement considérable en France, c'est le premier congrès mondial de tous les chercheurs du monde entier, 8000, qui vont mettre en commun leurs connaissances. Alors je sais qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous faites à Bordeaux, l'apprentissage de la lecture critique des écrits, enfin des publications scientifiques. Bon courage, hein. Parce que quand on voit l'immensité des publications, il y a déjà un premier travail, c'est celui de la sélection. Hein. Parce que j'y me mets à la place des médecins qui veulent se tenir au courant de l'évolution des travaux sur Alzheimer. C'est pas qu'il faut comprendre les études qui sortent, c'est déjà il faut les choisir. Hein, avant même de les critiquer, il faut savoir lesquelles, parce qu'il y a de quoi travailler 150 ans pour comprendre les publications d'une année, de l'année dernière, c'est tout. Hein, donc il y a vraiment un travail. Donc voilà, Madame Amieva, oui, on s'inscrit dans la durée, oui, l'Europe contre Alzheimer, ça marche, ça commence, et oui, la France est un peu le cœur de la recherche sur l'Alzheimer. Vous ne voyez pas son sourire, mais on sent la personne concernée. Je me tourne maintenant vers Madame Nora Béra, qui va ouvrir le volet sanitaire, donc le volet santé du plan. Merci Florence. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, améliorer la qualité de vie des malades d'Alzheimer et de leurs familles consiste, dans un premier temps, dans le champ de la santé, à favoriser l'accès au diagnostic. Alors, il est en effet important que les personnes concernées, comme leur entourage, connaissent d'où proviennent les troubles constatés, et notamment les troubles du comportement, car l'entourage familial et amical existant se voit soudain perturbé par l'annonce du diagnostic. Le dispositif des consultations mémoire apporte ses premiers éléments de réponse, avec un maillage territorial qui garantit aujourd'hui à toute personne qui le souhaite d'avoir un diagnostic plus précoce et d'être ainsi mieux accompagnée. Depuis le début du plan en 2008, ce sont 65 consultations qui ont été créées, 202 consultations renforcées, ce qui amène une offre hospitalière au total aujourd'hui au nombre de 507 lieux de diagnostic pour être au plus près des personnes susceptibles d'être concernées. Il faut aussi souligner par ailleurs que le délai d'attente est tout à fait raisonnable puisqu'il s'élève à 51 jours avec des rendez-vous qui sont donnés en moins de 3 mois dans 4 consultations sur 5. Depuis le début du plan, le dispositif de consultation s'est étendu. L'organisation de ces consultations mérite d'être actualisée pour développer les liens avec les autres acteurs comme les médecins ou les mayas. Le professeur Ménard, que je remercie, a accepté de mener justement une réflexion en ce sens afin de nous faire des propositions d'adaptation du dispositif existant. Sur cette base, des décisions seront prises au cours du second semestre. Dans le parcours de soins de la personne, après le diagnostic, se pose la question de la prise en charge. Comment, à défaut de guérir ou de soigner, comment peut-on accompagner le malade pour l'aider à mieux vivre avec sa maladie? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, cette maladie se traduit par des troubles du comportement qui désarment l'entourage, qui rendent difficile une vie en institution. Le plan Alzheimer vise justement à mettre en place des réponses diversifiées et opérationnelles pour améliorer effectivement la qualité de vie des malades. On le sait aussi, la prescription de psychotropes va à l'encontre de cet objectif, car
il y a des risques d'accoutumance, des risques d'accidents iatrogènes qui sont très importants. Et donc ces médicaments sont une mauvaise réponse à une vraie question. De ce propos, de ce point de vue d'ailleurs, l'étude PEMA de l'AFSAPS a démontré que les accidents les plus graves liés au mésusage des médicaments chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont effectivement liés à l'usage abusif de neuroleptiques, d'où la prise en compte par la HAS dans l'indicateur qualité du plan de ce facteur usage des neuroleptiques. Et d'ailleurs, on l'observe puisqu'il y a une décroissance progressive de cet indicateur qui est passé de 16,9% de malades qui prenaient des neuroleptiques en 2007 à 15,7% en 2009, et ce qui permet effectivement de mesurer les efforts déployés dans le cadre de ce plan. Alors pour accompagner les malades, donc les médicaments, c'est une chose, mais c'est aussi toute la prise en charge opérationnelle. Et je veux parler ici de l'exemple des unités spécialisées au sein des services de soins et de réadaptation, appelées unités cognitivo-comportementales. Ces services ont une architecture adaptée, des professionnels dédiés et ont vocation à stabiliser les malades en situation de crise grâce à un programme individualisé de réhabilitation. Le corps médical s'interroge aujourd'hui sur la pertinence des médicaments spécifiques pour la maladie d'Alzheimer. Le plan est volontairement orienté vers la prise en charge des malades dans une stratégie globale, médicamenteuse et non médicamenteuse. C'est pourquoi nous nous employons à diversifier les modes de prise en charge sanitaire et médico-sociale avec le déploiement de nouvelles modalités d'accompagnement, comme justement ces unités cognitivo-comportementales ou les unités d'hébergement renforcées pour permettre aux médecins d'avoir le plus large éventail possible de réponses. C'est ainsi que nous relèverons le défi d'une meilleure qualité de vie des malades d'Alzheimer. Merci Madame la Ministre. Vous avez évoqué à la fin de votre propos le médecin. Le médecin est à votre droite. C'est le professeur Bernard Gay, médecin généraliste à la maison de santé rurale La Réole. Monsieur le professeur, nous écoutons votre témoignage. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je suis effectivement médecin généraliste, qui plus est en milieu rural, et donc je vais vous apporter un éclairage de terrain. Dans ma pratique quotidienne, le plan Alzheimer a été un facteur d'amélioration du diagnostic de la maladie. D'une part, la démarche clinique a été formalisée, notamment grâce à l'étude PACWID, à l'aide de critères, de tests psychométriques simples, utilisables en médecine générale. D'un autre côté, les consultations mémoire, vous l'avez souligné, ont permis de confirmer le diagnostic et de mettre en place un traitement. Par contre, sur le terrain, après le diagnostic, le dispositif d'aval n'est encore pas opérationnel. Et du moins dans le secteur où j'exerce, du Haut-Entre-deux-Mers. Et effectivement, il y a encore des difficultés pour le médecin généraliste à prendre en soin ces patients Alzheimer. En fait, lorsqu'on regarde attentivement le plan Alzheimer, on s'aperçoit que la place du médecin généraliste n'est pas clairement identifiée. Par comparaison, le plan cancer comporte 2 mesures spécifiques attribuant un rôle et une place aux médecins généralistes, ce qui n'est pas encore le cas dans le plan Alzheimer. Et là, il est évident qu'une meilleure prise en compte de la place du généraliste serait certes symbolique, mais aussi opérationnelle, et serait de nature à favoriser l'appropriation des mesures proposées et une meilleure coopération interprofessionnelle. Parce qu'actuellement, beaucoup d'études montrent que les médecins généralistes ont une certaine méconnaissance du plan et parfois même un désintérêt parce qu'ils n'en voient pas l'application concrète. Et du fait de ces difficultés que l'on rencontre au quotidien, les propositions thérapeutiques ne sont pas toujours adaptées. Vous l'avez souligné, madame, la prescription de neuroleptiques est excessive et je confirme les effets délétères qu'elle peut avoir. Mais néanmoins, concrètement, au quotidien, faute d'autres solutions, il est parfois difficile de prendre une décision adaptée. Le dispositif actuel paraît séduisant, mais aussi quelque peu inquiétant. Les MAIA, la mise en place de MAIA, de gestionnaires de cas, sont des mesures d'un intérêt certain, mais qui doivent s'articuler avec l'existant et tenir compte des contraintes de l'exercice quotidien en ambulatoire.
Par exemple, dans le territoire de l'Entre-deux-Mers dans lequel j'exerce, nous avons mis en place un réseau de soins primaires de proximité. Non pas un réseau thématique, monothématique, un réseau polyvalent qui a charge de s'occuper de tout type de pathologie. Nous espérons que les dispositions proposées vont s'articuler avec ce réseau et non pas se substituer à lui, parce que ça serait un petit peu aller à l'encontre des initiatives locales. D'une manière plus générale, Monsieur le Président, le généraliste, comme vous le savez, est régulièrement interpellé par les autorités sanitaires pour différents types d'actions. Le plan Alzheimer, le plan cancer, mais aussi la prévention du suicide, la pharmacovigilance, maintenant la lutte contre l'obésité. Beaucoup de pathologies deviennent des priorités de santé publique. Mais le médecin généraliste a parfois l'impression d'être un peu submergé par toutes ces actions qu'on lui demande d'intégrer dans sa pratique, dans son activité quotidienne, et qui se surajoutent bien sûr à son activité de soins. Il serait sans doute utile de pondérer et de hiérarchiser ces actions de façon à les rendre plus opérationnelles. Et de ce point de vue, les indicateurs de terrain que les médecins généralistes connaissent bien du fait de leur proximité avec les patients, mais qu'ils ont parfois un peu de mal à formaliser, mériteraient sans doute d'être pris en compte pour une approche plus globale des besoins de santé de la population. Vous savez, Monsieur le Président, qu'on dit souvent que le médecin généraliste est le premier acteur de santé publique. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'on lui donne les moyens de remplir pleinement cette tâche. Bon. Il est certain que le médecin généraliste est en première ligne sur des sujets très difficiles. D'abord, l'annonce de la maladie. C'est pas facile d'annoncer à quelqu'un qui est apparemment en bonne santé, qui a juste ce qu'il analyse comme quelques trous de mémoire, qu'il est Alzheimer, qu'on n'a pas de traitement, et que la seule chose qu'on puisse lui dire, c'est qu'on va essayer de retarder la catastrophe le plus possible. C'est très souvent le médecin généraliste qui se trouve confronté à cette réalité. Comme on a beaucoup travaillé sur l'annonce du diagnostic en cas de cancer, mais grâce au travail des chercheurs, dans l'annonce du diagnostic en cas de cancer, on peut dire, mais écoutez, le pronostic, il y a quand même beaucoup de progrès, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de rémission, voire de guérison. On ne peut pas le dire sur Alzheimer, à connaissance aujourd'hui. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout anecdotique, ça. Comment on annonce à quelqu'un qu'il a une maladie pareille? C'est pas simplement un problème d'humanité au sens vraiment le plus précis du terme. Deuxièmement, toute la question du médecin généraliste avec les aidants, parce que la caractéristique de cette maladie d'Alzheimer, c'est qu'elle frappe un membre de la famille, mais qu'elle impacte totalement la famille. Alors, vous me direz, quand on aime quelqu'un et qu'on sait qu'il a le cancer et que sa vie est en jeu, ça impacte la famille, bien sûr. Mais, avec Alzheimer, c'est encore plus douloureux par le fait que la personne que l'on aime devient un étranger puisqu'elle est étrangère à elle-même. Donc, on perd absolument tous ses repères. Absolument. Il faut un amour, des sentiments d'une profondeur, vous vous rendez compte, pour surmonter tout cela. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que je voudrais que dans les négociations qui vont s'engager entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, Xavier Bertrand et Nora Béra se saisissent d'un sujet qui me tient à cœur. Il est des consultations et des visites approfondies qui ne doivent pas être rémunérées comme une consultation. Je m'explique. Je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut réfléchir à la rémunération, au système de rémunération des médecins. Pas simplement généralistes d'ailleurs, mais notamment généralistes. Naturellement que nous sommes attachés au paiement à l'acte, docteur. Et je pense que ça doit rester la clé, le paiement à l'acte. Mais
il existe des missions de service public qui dépassent la seule notion du paiement à l'acte. Je prends un exemple. Un département qui n'a pas de médecins, ou pas assez, et des médecins qui viendront volontairement exercer dans ce département où il n'y a pas assez de médecins, ils remplissent une mission de service public qui est différente de celle de médecins qui viennent exercer dans un quartier d'une grande ville où il y a déjà beaucoup de médecins. Doit-on ou non prendre en compte cette mission dans la rémunération? Je pense qu'on doit la prendre en compte. Ce qui ne supprime pas le paiement à l'acte, ce qui complète la mission de service public. Mais, alors on a tout un débat, la consultation à 22 €, à 23 €, nous l'avons tranché. Bon, mais permettez-moi de vous dire que je crois qu'il faut qu'on passe à un autre niveau. Il est des consultations qui nécessitent un diagnostic très approfondi, un entretien approfondi. Je pense même que la consultation qui aboutit à annoncer à quelqu'un qu'il a une maladie de cette nature, il n'est pas anormal qu'elle soit rémunérée différemment que la consultation qui consiste à refaire l'ordonnance pour une maladie chronique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin, c'est pas la même chose. Je suis désolé. Alors, j'admets bien volontiers introduire de la complexité dans votre métier, mais en même temps, si on veut être juste, la justice, c'est pas de donner à tout le monde la même chose. C'est de reconnaître un travail plus difficile qu'un autre et en tenir compte dans la rémunération. Donc, je trouve qu'il faut valoriser l'implication des médecins généralistes dans le parcours de soins des malades d'Alzheimer, et une valorisation financière pourrait accompagner une implication forte, marquée par un temps passé plus important par les médecins généralistes. Je crois que ce serait juste. Et vous verriez qu'à ce moment-là, l'effort de formation des médecins généralistes se dégagerait. Hein, Alors, je vois bien qu'on va nous le demander pour d'autres maladies, mais peu importe. Je crois qu'on est arrivé à un moment où la question des médecins généralistes, des médecins dans l'ensemble, et de leur rémunération est clairement posée. Voilà la réponse que, docteur, je voulais vous faire. Et c'est des décisions qu'on devra prendre dans l'année. Alors, juste un mot sur les médicaments. Je voudrais rappeler, un médicament, pour être légitime, doit être utile. Et il y a quand même un problème spécifique français d'une hyperconsommation médicamenteuse. Bon. Xavier Bertrand s'est attaché avec beaucoup de pertinence à la chaîne de la pharmacovigilance. Je crois qu'il a tout à fait raison. Profitons, et pardonnez le terme profiter, saisissons l'opportunité des crises, je pense au Mediator et du drame que cela peut représenter, pour porter le débat devant l'opinion publique d'une consommation médicamenteuse beaucoup trop importante et d'un système qui doit être, à mes yeux, permanent d'évaluation des médicaments. Il ne s'agit pas simplement, c'est le moins qu'on puisse attendre de nous, d'évaluer des médicaments qui peuvent être dangereux. Mais moi, j'aimerais qu'on évalue aussi les médicaments qui ne servent à rien, qui coûtent de l'argent et qui détournent de l'argent de la recherche qui en a besoin par ailleurs. Ce n'est pas simplement, allez, on va se protéger des médicaments dangereux. Allons plus loin. Et Alzheimer, je voudrais dire, les médicaments d'aujourd'hui, enfin, je ne suis pas médecin, les médecins sont là, mais enfin, je n'ai pas cru comprendre que leur efficacité soit extraordinaire. D'ailleurs, si on donne des psychotropes, il y a une raison. Hein, c'est parce que parfois, il y a une telle pression pour demander des médicaments. Donc, nous allons faire des études de réévaluation par la Haute Autorité de Santé sur ces médicaments. Hein. Mais profitons de tout ce qui se passe pour réévaluer notre rapport aux médicaments. Et les sommes considérables que nous engouffrons sur des médicaments inutiles dans de nombreux cas et parfois dangereux. Alors, dangereux, bon, ça, c'est un problème dont on s'occupe, mais inutile. Et ce que vous dites, on ne peut pas continuer avec des médecins généralistes qui, tout seuls face à un patient, n'ont comme seule idée, mais je souffre, hop, un psychotrope. Non. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Il vaut mieux rémunérer le médecin généraliste, mieux le former, plutôt que d'avoir cette véritable drogue que représente l'obsession médicamenteuse.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant profiter de l'opportunité qu'a offerte le professeur Gay en évoquant la Maya. Donc, et la crainte qu'il a vis-à-vis de cette nouvelle structure. Je voudrais d'ores et déjà le rassurer. La Maya, c'est sans doute la mesure la plus innovante, la plus porteuse d'avenir pour une bonne prise en charge pour les malades et les familles, puisque c'est une mesure du plan qui permet de réaliser l'intégration et le partage de toutes les ressources qui sont disponibles au plan local. On ne l'a pas encore dit, Monsieur le Président, mais assez souvent sur les territoires, il existe déjà une foultitude de réponses possibles. Simplement, elles ne sont pas organisées, on ne sait pas nécessairement où elles sont, elles ne travaillent pas ensemble, et c'est justement pour combler ce vide qu'on crée la Maya, qui est donc complètement entre le dispositif sanitaire et le dispositif médico-social. Donc je cède la parole immédiatement à Madame Valérie Bassy, qui est pilote de la Maya de Bordeaux et qui a justement créé cette alchimie pour la meilleure qualité de vie des malades et des aidants du territoire qui est couvert par sa Maya. Je voudrais juste apporter un petit rectificatif. Il s'agit de la Maya, non pas de Bordeaux, mais de la partie nord-ouest de la communauté urbaine de Bordeaux. Voilà. Par rapport à M. Juppé, c'était important de le repréciser. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, voilà bientôt 2 ans que nous nous sommes lancés dans cette aventure passionnante qu'est l'expérimentation pour la mise en place d'un dispositif d'intégration. J'englobe dans ce nous mes collègues, pilotes des 16 autres sites expérimentaux Maya, et bien sûr l'ensemble des partenaires du territoire que nous couvrons et avec qui nous construisons petit à petit ce dispositif innovant. À titre d'exemple, les principaux partenaires qui composent notre dispositif Maya sont le CLIC, structure porteuse du projet, les consultations mémoire, les médecins, SIAD, infirmiers et autres professionnels paramédicaux, mais aussi les CCAS, l'équipe médico-sociale du Conseil général qui est en charge de l'APA, les services sociaux, services d'aide à domicile, accueil de jour, et sans oublier les représentants d'usagers. Donc l'objectif de cette mesure 4 du plan national est de répondre au désarroi des familles qui ne savent pas à qui s'adresser et qui sont souvent perdues dans de nombreux dispositifs mal articulés et cloisonnés. C'est en effet parfois après plus de 5 contacts que la personne frappe à la bonne porte pour avoir de l'aide ou des soins. Il ne s'agit donc en aucun cas, avec la mise en place de ces Maya, de créer une nouvelle structure qui remplace ou se superpose à l'existant, mais bien de s'appuyer sur les services déjà en place afin d'apporter une réponse qui soit adaptée et harmonisée donc aux personnes malades et à leurs aidants, et ce, quel que soit le professionnel auquel elles s'adressent dans ce dispositif. Donc pour cela, un repérage et un diagnostic précis de l'existant, mais aussi des manques et des dysfonctionnements qu'il peut y avoir, doivent être réalisés de façon continue. L'amélioration attendue se traduisant par l'optimisation de l'utilisation des ressources qui existent sur le territoire, mais aussi par le partage de procédures et d'outils communs aux professionnels des 3 champs, sanitaire, social et médico-social. Les Maya s'adressent donc aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives et plus généralement à présent aux personnes âgées en perte d'autonomie fonctionnelle, et ce, quelle que soit la nature de leurs besoins. Donc après repérage par le dispositif Maya, les situations complexes sont confiées à des gestionnaires de cas. Ces situations ne sont jamais complexes du fait d'un seul problème. Prenons l'exemple de Madame D qui vient demander un portage de repas pour sa mère âgée de 82 ans. À l'analyse de la demande, on lui propose l'accompagnement par un gestionnaire de cas. En effet, son état s'est rapidement dégradé. Elle refuse toutes les aides, malgré plusieurs tentatives et l'intervention de son médecin traitant, et tout récemment refuse de s'alimenter. Le gestionnaire de cas et la fille de Madame D vont commencer par la rassurer, recréer de la confiance. Les contacts avec le médecin traitant confirment qu'elle oublie ses médicaments du fait d'une maladie d'Alzheimer débutante et qu'un bilan en consultation mémoire est nécessaire. Donc, grâce à des liens réguliers avec les différents partenaires, grâce au travail de collaboration mis en place sur le territoire et à un suivi intensif de Madame D, cela a permis à chacun d'être partie prenante du maintien à domicile de Madame D, que nous avons pu entourer d'un collectif rassurant pour sa fille qui habite à plusieurs kilomètres de sa mère. Donc ce travail est passionnant, il mobilise beaucoup d'énergie de la part de tous. Il nous conduit à nous poser une question majeure à ce stade de notre travail aussi, Monsieur le Président. Le plan national Alzheimer 2008-2012 prévoit la mise en place de 150 Maya d'ici la fin du plan.
Aujourd'hui, nous pouvons penser qu'il en faudra certainement près de 500 pour mailler complètement le territoire à l'échelle nationale. Aussi, peut-on s'interroger, peut-on espérer continuer et promouvoir le déploiement de notre dispositif? Et peut-on espérer que les Mayas survivent et maillent complètement le territoire au-delà du plan national Alzheimer 2008-2012? Monsieur le Président, je saisis au bon ce qui vient d'être dit sur les maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer. Maya, c'est ça, je ne me trompe pas. Pour souligner le fait que ce plan Alzheimer, il permet aussi de coordonner de multiples initiatives. Et permettez-moi, en prenant la casquette de maire de Bordeaux, de parler de celle de nos villes ou de nos collectivités locales en général. Nous essayons de nous associer à tout ce travail. Je prends 2 exemples ou 3 exemples concrets. Dans tous les clubs seniors de la ville, qui reçoivent chaque après-midi plusieurs centaines de personnes, nous avons des ateliers mémoire pour précisément stimuler la mémoire des sexas, des septuas et des octogénaires. Autre exemple, nous utilisons beaucoup les services des jeunes du service civique. Eh bien, nous les avons mobilisés pour qu'ils fassent des visites à domicile auprès de malades d'Alzheimer ou d'aidants de malades d'Alzheimer, ou bien encore dans les maisons de retraite. Je profite aussi d'avoir le micro pour prendre une autre casquette, alors celle de ministre des armes, de la Défense, pardon, pour vous dire que le service de santé des armées contribue aussi au plan Alzheimer. Dans 5 de ces 9 hôpitaux d'instruction, on fait du dépistage, des ateliers de simulation mémoire, des ateliers de prise en charge des aidants, et nous participons aussi au travail d'enseignement et au travail de recherche. Voilà, donc c'est tout un maillage national qui va des collectivités locales jusqu'au ministère qui s'est mis en place dans le cadre de ce plan. Merci Alain. Bon, Madame Bassi, c'est peut-être l'un des éléments du plan où il faut qu'on aille plus vite. Ne nous cachons pas derrière des réalités. En 2011, il y aura 40 Mayas supplémentaires. On en a prévu 150 en 2012, donc c'est clair, pour être au rendez-vous, il faut en refaire 150 en 2013 et 150 autres en 2014. C'est l'objectif que j'ai fixé à Roselyne Bachelot et Marianne Monchamp. Les Mayas, c'est vraiment des structures d'avenir. Je partage pleinement l'avis de Florence. Simplement, c'est lourd à mettre en place tout ceci. Mon Dieu, ce que c'est lourd. Parce que vous dites, Madame Bassi, que c'est complexe et que c'est passionnant. Et on voit le dévouement des gens qui animent ces Mayas comme vous. C'est admirable. D'ailleurs, ça donne beaucoup d'optimisme de voir des gens comme vous, passionnés par cette action que vous menez. Et on doit être au rendez-vous. Mais enfin, ce n'est pas simplement une question de crédit, c'est une question de formation, de mise en place d'équipes. C'est extrêmement long, quel que soit par ailleurs le dévouement des collectivités, quelles qu'elles soient. Donc je vous dis, en 2011, il y en aura 40 de plus. Et puis 2012, allez, en vitesse de croisière, 150. Et on va déborder jusqu'en 2014 pour avoir le maillage, parce que c'est... Vous avez parfaitement raison. Il faut à peu près 500 mayas, oui, pour mailler le territoire, parce que toute la journée, on me dit il faut l'égalité, l'égalité. S'il y a bien une égalité, c'est que partout sur le territoire national, s'il y a bien une inégalité qui serait choquante, c'est qu'il demeure certains territoires où on n'a pas des structures collectives pour développer l'autonomie des malades d'Alzheimer. Donc voilà, c'est pas la disposition du plan sur lequel on a avancé le plus vite. Je crois qu'il y a des lourdeurs administratives propres à notre pays. Bon, ça a commencé, ça y est, c'est fait, c'est lancé. Et voilà l'annonce que je voulais vous faire. On va durer 2 ans de plus pour avoir les 500, qui est le chiffre sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Merci, Monsieur le Président. Je me tourne maintenant vers Madame Roselyne Bachelot, qui va nous présenter justement l'état d'avancement des solutions médico-sociales qu'attendent beaucoup également les familles et les patients. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président, avec Marianne Monchamp, nous pilotons la partie la plus importante budgétairement de ce plan, 1,2 milliard sur les 1,6 milliard consacrés au plan Alzheimer. Valérie Bassi vient très bien de décrire ce qu'est une maison pour l'autonomie et l'intégration des malades atteints d'Alzheimer. Je voudrais m'attacher finalement aux 2 demandes très importantes des familles, et je parle sous le contrôle de Marie-Odile de Zana. Les structures de répit soufflées,
soufflé pour les familles, et puis les structures dédiées aux malades Alzheimer. Structures de répit. D'abord, les structures de répit, il faut les connaître, il faut savoir où elles sont. Nous avons donc fait un répertoire des places disponibles. Il est achevé, il est en ligne sur le site du plan Alzheimer. C'était un travail complexe parce qu'il fallait faire un état des lieux qui ne soit pas seulement quantitatif, dire il y a là et là une structure, mais la qualifier, cette structure. Et il fallait en même temps favoriser la création de nouvelles places et définir un cadre optimal pour ces structures. Nous avons donc aujourd'hui une base de données stabilisée, lisible, sur laquelle les patients, les familles, mais aussi, cher Nicole Klein, les agences régionales de santé peuvent s'appuyer. L'augmentation, effectivement, l'augmentation du nombre de places est un peu moins importante que ce que nous espérions, mais elle est régulière. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, on prend notre rythme de croisière. C'est ce qui se passe. Nous avons 1000 places nouvelles d'accueil de jour, 650 d'hébergement temporaire cette année, dont 285 spécialement dédiés aux Alzheimer. Chaque année, sur une place d'accueil temporaire, nous avons 5 personnes en moyenne qui utilisent cette place d'hébergement temporaire. Nous allons lancer une nouvelle enquête en 2011 qui va suivre de façon plus exhaustive la fréquentation précise de ces places, parce que le nombre en valeur absolue n'est qu'une des cibles. Il faut s'attacher au fonctionnement réel de ces structures, au partenariat qu'elles peuvent nouer avec d'autres acteurs, à leur taux d'occupation qui, évidemment, varie selon la taille. Nous avons défini donc un profil recommandé pour ces structures et ces éléments constituent le socle de travail des agences régionales de santé. L'offre de répit, c'est aussi des plateformes de répit et d'accompagnement des aidants. Elles doivent être des lieux d'écoute, d'information, pour vraiment prendre en charge le couple aidant-aidé. L'expérimentation est aujourd'hui achevée. Nous avons suivi 800 couples aidants-aidés dans 11 plateformes expérimentales et nous allons généraliser ces plateformes. L'objectif, c'est d'en constituer 75 cette année et autant en 2012. Et puis, nous avons également 18 projets de structures de répit innovantes. On va les évaluer, les modéliser et les généraliser. Alors, deuxième demande des familles, des structures spécifiques Alzheimer. Et nous avons 2 types de structures. Les PASA, les pôles d'activité et de soins adaptés. Ça, c'est destiné aux malades qui souffrent de troubles du comportement peu sévères. Et les UHR, les unités d'hébergement renforcé, là, sont pour les malades qui ont vraiment des troubles du comportement sévères. Alors là aussi, nous avons eu une certaine latence pour mettre en place cela, mais il y a un réel développement. Nous avons 145 PASA et 32 UHR. Elles sont en passe et là, elles fonctionnent et autant sont en passe d'être labellisées. Et puis, de très nombreux dossiers sont en cours d'instruction. Nous allons donc voir un décollement de la création de ces structures. France Alzheimer, Marie-Odile Dezana, nous avait interrogé à notre dernière réunion, vous en souvenez certainement, Monsieur le Président, nous avait interrogé sur l'opportunité d'avoir des EHPAD, des établissements d'accueil pour les personnes âgées dépendantes, spécifiquement destinés à l'Alzheimer. Je pense que les UHR et les PASA, c'est déjà une réponse à cela. Et la directrice générale de la cohésion sociale a pour mission d'établir les partenariats, la méthodologie d'une recherche-action sur ce sujet. Elle va constituer le comité de pilotage et bien entendu, Madame la Présidente, vous êtes associée à ce comité de pilotage. Alors, un apport essentiel du plan, c'est aussi de renforcer le soutien à domicile. Il y a des malades Alzheimer dans des établissements, dans des structures, il y a des malades qui sont entièrement au domicile, mais il faut favoriser l'aide aux aidants, avoir des interventions de personnel spécialisé et le développement des équipes spécialisées Alzheimer dans les SIAD a démarré en 2010 avec 114 équipes déjà autorisées. Voyez, Monsieur le Président, que notre implication à Marianne et à moi-même est totale et que cette implication va encore être développée à travers le magnifique chantier de la prise en charge de la dépendance que vous nous avez confié.
Merci Madame les ministres. Vous avez terminé votre bilan en mentionnant les SIAD Alzheimer qui sont effectivement une très belle réponse non médicamenteuse pour les malades à un stade plutôt léger ou modéré. Et je laisse le soin à Monsieur Jacques Vidal, qui est directeur du SIAD de Haute-Garonne, de Haute-Gironde, nous expliquer pourquoi. Absolument. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour illustrer le cadre d'action d'un SIAD disposant d'une équipe spécialisée Alzheimer, je vais vous présenter une situation concrète, le cas de Monsieur V, 89 ans, faiblement dépendant, puisque classé GIR 4, et diagnostiqué depuis peu. La situation initiale était la suivante. Ce monsieur vit en couple. Son épouse présente des problèmes de santé, à savoir qu'elle est diabétique et a des antécédents de cancer. Quant à monsieur V, il a déjà des problèmes de comportement. Il est agressif, désorienté dans le temps, avec une inversion des rythmes, et dans l'espace. Il ne se repère pas dans son habitation. La prise en charge par le SIAD a démarré après une hospitalisation et avec orientation du médecin traitant. Alors, le travail du SIAD a commencé par une évaluation de la situation par une équipe pluridisciplinaire qui a fait ressortir 4 axes. Stimuler M. V dans la réalisation des soins d'hygiène quotidiens, évaluer et prévenir le risque de chute, qui était assez fréquent chez lui, valoriser l'identité et l'estime de soi. M. V avait arrêté, par exemple, la lecture du journal, il avait arrêté d'aider son épouse pour les activités ménagères. 4e axe, soutenir son épouse en lui permettant de verbaliser ses peurs et de formaliser ses appréhensions par rapport à l'avenir. L'intervention de notre service a consisté, au travers de 15 séances réparties sur 3 mois, en une action de l'ergothérapeute qui a apporté des conseils sur l'aménagement du logement, de type rehausseur de WC, augmentation de l'éclairage sur certaines zones du logement, fixation du matelas au sommier, travail sur les flux de circulation à l'intérieur du logement, mise en place de pictogrammes pour mieux se repérer dans les différentes pièces. Il y a eu également, en parallèle, une action de l'aide médico-psychologique, avec une stimulation à la marche et aux soins d'hygiène corporelle, conjointement avec l'épouse de M. V. Alors, des résultats concrets ont été obtenus. En l'occurrence, nous avons pu constater une baisse de l'agressivité de M. V, une réduction de l'épuisement de son épouse, quantifiée par une échelle d'évaluation, le fardeau de Zarit, une amélioration de la marche, sans chute, désormais, la réalisation de la toilette seule et correctement. Son épouse le stimule maintenant de façon adaptée pour ne pas le braquer et pour ne pas susciter d'agressivité. Nous avons constaté également la reprise de quelques habitudes, à savoir que M. V lit à nouveau son journal, et au dire de son épouse, il est plus expressif et il se plaint moins d'ennui. Enfin, nous avons constaté la reprise du goût à manger qui a été objectivée par une prise de poids de 5,5 kg en 3 mois. Au final, nous avons donc pu constater que la situation de M. V a évolué positivement, améliorant sensiblement la qualité de vie, non seulement de M. V, mais également de son épouse. Merci, M. Vidal. Bon, grâce au plan, on peut financer les 15 séances de SIAD par personne, mais je me contenterai simplement de dire qu'il faut, je le dis à Roselyne comme à Marianne, développer les structures de répit. C'est pour nous une priorité, parce que les aidants, quel que soit leur amour, ils craquent. Parce que Alzheimer peut se traduire par des troubles du comportement parfois très agressifs. Et si on n'a pas de place en structure de répit, ne serait-ce que pour les 2 demi-journées de formation des aidants, il faut qu'on soit cohérents, nous-mêmes, les pouvoirs publics. Vous savez qu'on a inscrit un programme où on peut former pour 2 demi-journées les aidants. Mais si on veut que les aidants fassent ces programmes de formation, encore faut-il qu'ils aient des structures de répit avec des gens qui s'occupent de la personne malade d'Alzheimer, parce qu'on ne peut pas le laisser. Je ne parle même pas du travail des enfants, de tout ce qui se passe. Tout le monde ne peut pas s'occuper de ses parents toute la journée. Il faut faire vivre sa famille aussi. Donc les structures de répit, 1000 nouvelles places, Rosine a dit, et l'hébergement temporaire, il faut vraiment qu'on développe cela. Alors,
ça a l'air très éloigné de l'investissement dans la recherche, mais c'est lié. Hein. C'est pour ça que le plan contenait des dizaines de mesures, parce qu'il nous faut agir sur l'environnement familial au moins autant que sur le malade. Et ça me donne l'occasion de dire à M. Vidal combien on a besoin de psychomotriciens, d'ergothérapeutes, d'infirmiers qui s'intéressent. Il y a des gisements d'emploi dans tous ces métiers absolument considérables. Alors, comme on a la chance d'avoir la ministre des universités, ça serait tellement bien aussi qu'on pense à toutes ces filières. On manque de femmes et d'hommes professionnels dans ces métiers. Et ayons le courage de dire à nos étudiants à l'entrée de certaines formations que ce sont des formations qui se termineront dans l'impasse. Parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'emploi à l'arrivée, alors qu'il y a tout un tas de formations, de nouveaux métiers où on manque de gens, on manque beaucoup de gens. Hein. Je ne veux pas citer des exemples, je veux désagréver avec personne. Dans ma situation, d'ailleurs, il faut être aimable avec tout le monde. Enfin, en tout cas, essayer, même. Mais ça fait tellement de peine parfois de voir des jeunes qui s'inscrivent dans des filières dont on sait que c'est le chômage au bout. Et voir des tas de filières où on me dit mais il nous manque de monde. Envoyez-nous des jeunes. Et c'est des métiers, vous avez vu comment M. Vidal ou Mme Bassi parlent de leur métier. Et ils n'ont pas l'air de s'ennuyer avec ce métier. Ils sont passionnés. Ils ont conscience de jouer un rôle essentiel dans la société. C'est valorisant. C'est pas, vous savez, s'occuper des personnes âgées, des malades, c'est valorisant. On se sent utile. Hein. Peut-être qu'un beau métier, c'est un métier où on se sent utile, où on aide les autres. Donc je crois que là aussi, il va falloir porter avec un tout petit peu d'autorité ce débat des filières. Hein. Il y a trop de gens qui ont des formations qui ne peuvent pas déboucher sur un emploi et trop d'emplois qui ne sont pas occupés parce qu'on n'a pas bien orienté les gens. Pas bien orienté, ça veut dire qu'on ne leur a pas dit la vérité. Hein. Au moment de l'inscription. Voilà. Monsieur le Président, nous avons donc passé en revue maintenant les 3 grands volets du plan. Je vous propose pour notre dernier témoignage de passer la parole à Madame Michèle Mica, qui est vice-présidente de l'Association France Alzheimer de Haute-Garonne et qui est également très impliquée dans les 3 volets. Haute-Gironde, non? Ah, c'est Haute-Garonne du coup. 31. Non, c'est 31, on m'a dit. Monsieur le Président, vous le savez, France Alzheimer est très attentif au déroulement du plan, mais après une phase d'expérimentation certes indispensable, il faut que vous le sachiez, les familles sont terriblement en attente de la généralisation sur le terrain des mesures permettant un accès égal aux soins, avec pour objectif une meilleure qualité de vie et des difficultés moins grandes au quotidien. Tous autour de la table, nous l'avons rappelé. Madame Bachelot, vous en avez parlé et je me permets cependant d'insister. Pouvez-vous nous confirmer l'application de la circulaire de février 2010 relative à la restructuration de l'offre d'accompagnement et de répit, tels que les accueils de jour, les séjours temporaires, etc. Et bien sûr, quid du développement et de la pérennité de ces structures après le plan? Concernant les accueils de jour, serait-il envisageable de les renforcer en y intégrant davantage d'actions en direction des aidants et du couple aidant-aidé, et aussi en diversifiant ces actions? Alors, les accueils de jour thérapeutiques autonomes remplissent déjà cette mission pour la plupart en proposant, outre la prise en charge des malades, des actions en dirigeant de l'aidant, actions de formation, soutien psychologique, espace de socialisation, espace de dialogue, vous en avez parlé, Madame Bachelot. Ça paraît relativement simple à réaliser de renforcer ces structures d'accueil de jour. Les accueils de jour mettent en place également tous les apports au quotidien des réflexions de l'espace éthique, de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer,
qui ont contribué très très largement à changer le regard sur la maladie, ce qui est fondamental, mais pas simplement des malades âgés, mais aussi des malades à début précoce qui sont peut-être indûment appelés malades jeunes et dont les besoins sont encore pas très bien connus car ils sont vraiment tout à fait spécifiques. Alors parmi les accueils de jour qui ont développé toutes ces possibilités, je voudrais signaler l'accueil de jour de France Alzheimer à Aix-en-Provence, à savoir celui de Madame de Sana. Enfin, pour nous, les actions de formation sont fondamentales. Elles ont été un appui extraordinaire avec un impact très positif sur les aidants, permettant à ces aidants de comprendre comment elles pouvaient mieux prendre en charge leurs malades tout en préservant leur temps de vie personnel. Et c'est vraiment fondamental. Alors, bien sûr, il y a des freins au développement de cette méthode, de ces formations. On pourrait les cibler de manière précise. Il y en a une qui me paraît importante et dont vous avez parlé, Monsieur le Président, c'est que les familles ne savent pas comment organiser la prise en charge de leurs parents pendant qu'elles participent à ces sessions. Alors, tout simplement, en terminant, une dernière question se pose, mais elle est cruciale pour nous. Pouvons-nous espérer qu'à la fin du plan, ces actions de formation soient pérennisées? Merci, Monsieur le Président. Roselyne, tu peux répondre? Enfin, je vais répondre, moi aussi. J'ai cru comprendre que tu avais été interpellé. Je veux que la vice-présidente, Mika, soit complètement rassurée sur à la fois les textes qui sont pérennisés, aussi répondre à Monsieur Vidal sur les problèmes de tarification dans les SIAD, qu'il soit complètement rassuré sur le fait que 2011 est une année blanche et que nous sommes en train de réfléchir sur la façon de répartir entre les frais de structure et les frais spécifiques et que c'est uniquement sur l'expérience du terrain que nous ferons la tarification définitive. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là et que bien entendu les structures de répit seront pérennisées, chère vice-présidente. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire, madame, comme à madame de Sana, comme Marie-Odile, si elle me le permet, d'abord sur l'accueil de jour, c'est pas qu'un problème de quantité. Moi, je voudrais pointer un autre problème, hein, la qualité. Enfin, on peut pas intituler n'importe quelle place accueil de jour. Voilà ce que je veux dire. Il m'est arrivé hein, de visiter. Alors, il y a plein de bonne volonté, mais la bonne volonté, ça suffit pas. Hein, il y a des normes, il y a une qualité. Je pense qu'il y a une part non négligeable de places d'accueil de jour qui ne répondent pas exactement aux normes de ce qu'on est en droit d'attendre, hein, pour dire les choses de manière pudique. Donc, on a un problème de nombre de places, hein, on va continuer fort, et un problème de qualité et d'adaptation aux normes de ce qu'on sait maintenant. Deuxième élément, vous nous avez tous interrogés sur la durée du plan, sa pérennité au fond. Moi, je vois ça d'ailleurs de manière assez positive, parce que si vous pensiez ou si vous imaginiez que notre plan n'était pas le bon, vous nous demanderiez de le changer plutôt que de le pérenniser. Et j'ai observé un certain dynamisme de France Alzheimer quand il y a des choses qui n'allaient pas. Hein, c'était pas frappé par une timidité, convaincu que vous êtes de l'importance de ce que vous faites et de l'injustice du destin qui tombe comme ça sur une famille, et on n'a pas le droit de vous laisser seul. Donc, ma conviction, c'est que le plan sera pérennisé, quoi qu'il arrive. Je sais bien qu'il y a des échéances, mais je pense qu'il est des sujets qui vont bien au-delà du rythme de la démocratie française et qui doivent être conduits dans le souci de la pérennité. Encore une fois, ce plan n'appartient pas à une majorité contre une opposition. Il doit au contraire fédérer tous les gens de bonne volonté. Enfin, ça touche tout le monde. Et bien sûr, la noblesse et l'exigence du métier politique, c'est de se hisser au-delà
de ces échéances partisanes pour inscrire dans la durée. Le combat contre Alzheimer ne s'arrête pas en 2012. Qui peut imaginer une chose pareille? Qui peut imaginer une chose pareille? Bon. Enfin, dernier point, toute la question du financement. Ça sera le sujet de l'automne et de l'été, lorsque Roselyne et Marianne auront terminé le travail de concertation. Il faudra prendre des décisions. Je veux que les choses soient très claires entre nous. Moi, pour ma part, j'assumerai pleinement mes responsabilités. On ne peut pas, on ne peut plus, dans notre pays, sur des grands sujets de cette nature, mettre en quelque sorte la poussière sous le tapis et différer des décisions que nous devons prendre maintenant. Je dis bien maintenant. On ne peut pas, vous comprenez, contourner tous les grands problèmes au motif qu'il y a des élections, parce que comme il y a des élections chaque année, on aurait bien vite fait de ne rien faire pendant 5 ans. L'année dernière, élection régionale, cette année, élection cantonale et sénatoriale, l'année prochaine, élection présidentielle et législative, et ça recommence. Donc si à chaque fois il faut attendre la prochaine élection pour faire, on va attendre longtemps. Mais pendant ce temps, les familles souffrent. Les familles souffrent. Ce n'est pas une plaisanterie. Les défis, non seulement ne s'arrangent pas tout seuls, mais ça s'aggrave. Parce que plus on attend, plus c'est difficile. On l'a bien vu sur la réforme des retraites. Plus on attend, plus la marche à franchir est élevée. Chacun peut le comprendre. C'est exactement comme le diagnostic d'une maladie. On diagnostique et plus tard on apporte le traitement, moins il est efficace. Mais pour les grands problèmes de la société, le raisonnement est exactement le même. Alors bien sûr, on m'avait dit sur les retraites, non, il faut différer, il faut attendre. Mais les données étaient posées sur la table. 1 500 000 retraités dont on payait les retraites en empruntant à la banque. 15 millions de retraités qui se demandaient avec angoisse, est-ce qu'on paiera mes retraites? Alors, naturellement, il n'y a pas besoin de me l'expliquer, que ce n'est pas formidablement populaire de demander aux gens de travailler en moyenne 2 ans de plus sans augmenter leur retraite. Mais est-ce que vous croyez qu'on aurait fait progresser les choses en leur disant « mais non, on savait mais on n'a rien fait ». Mais le problème de la dépendance, c'est exactement le même problème. On sait qu'il faut faire et que c'est difficile puisque naturellement, il va falloir trouver des financements. Mais je crois que la noblesse de notre rôle, c'est de prendre nos responsabilités. Et que la lucidité du peuple français, c'est de comprendre qu'il vaut mieux faire confiance à ceux qui prennent des responsabilités plutôt qu'à ceux qui les refuseraient. Donc, j'ai fixé un calendrier. Nous prendrons des décisions à l'automne. 6 mois de débat, nous prendrons des décisions. Alors, ça ne concerne pas qu'Alzheimer, encore une fois. Mais vous me demandez des places de jour, une formation des aidants. Vous me demandez plus de possibilités d'intervenir à domicile. Et comment on finance? Et si on ne pose pas clairement la question du financement du grand âge et de ses conséquences, comment on fait? Comment? Voilà. Donc il faut prendre des décisions. Elles seront prises. Je prends bien garde d'ailleurs à ne pas fermer le débat, puisqu'on l'a ouvert. Et donc à ne pas dire, voilà, on privilégie telle formule ou telle autre. On me reprocherait à juste titre de refermer le débat. Donc toutes les idées sont sur la table. Je demande que personne ne fasse d'idéologie avec ça. Parce que vraisemblablement, on aura besoin d'un ensemble de mesures. Il n'y a pas une mesure magique qui pourrait résoudre la totalité des problèmes. Mais je le dis en terminant pour les intervenants, donc pérennité, c'est certain. Et quant aux moyens supplémentaires, de toute façon, le débat sur la dépendance que j'ai voulu, qui est organisé par les ministres, se traduira par des décisions
avant la fin de l'année 2011. Donc, il y a beaucoup de raisons d'être inquiet, mais de ce point de vue, forcément, l'année 2011 sera une année décisive pour la dépendance, son financement, et pour la maladie d'Alzheimer et la pérennité de ce combat. Je vous remercie.